Bien, pour la suite de cette table ronde, après la présentation de ces chantiers structurants, on souhaitait donc avoir l'avis des patients, des professionnels de santé et de territoire. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Géraldine Gibois. Je vous ai présenté tout à l'heure en tant que membre du collectif Femmes de Santé. Vous êtes patient, vous allez vous présenter dans quelques secondes, mais comme on l'a préparé depuis maintenant plusieurs semaines, rappeler aussi l'importance de la présence des patients dans ce type d'initiative et bien d'avoir aussi votre retour. Et on le verra dans quelques secondes, notamment une personne qui est située dans les territoires et pas uniquement sur Paris comme on l'avait évoqué en préparation. Nous avons également le docteur Françoise Janson. Vous êtes donc la vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine en charge de la santé et de la silver economy. Donc pour la partie territoire, vous l'aurez compris, ça sera à vous de nous expliquer comment vous voyez cette démarche de l'e-santé. Et puis également, nous avons le docteur Jean-Louis Fraisse. Quand on parle d'ambassadeurs dans le domaine numérique, des comités citoyens, enfin tous les sujets qu'on vient d'évoquer, je crois que Jean-Louis, vous y avez participé largement. Vous êtes également un entrepreneur, là aussi vous allez pouvoir vous présenter. Et puis ça a été évoqué lors de la première table ronde. On aura également ensuite Olivier Klatz qui va nous évoquer en tant que directeur de projet du Ségur numérique, comment les autres acteurs du système de santé, c'est notamment les éditeurs et les établissements de santé, vont pouvoir utiliser ce type de dispositif. Donc, merci à vous quatre d'être présents. On va commencer par vous, Géraldine. Peut-être vous laisser vous présenter, puisque je vous ai cité il y a déjà à 2 reprises depuis ce matin, notamment lorsque je vous avais expliqué mon espace santé. Vous me disiez, mais ça a l'air super, mais mon quotidien, c'est pas ça, c'est pas cela. Et vous l'avez même fait après, puisque vous avez consulté pas mal de personnes de votre entourage et qui s'intéressent à ce qu'ils appellent la santé digitale, le numérique. Enfin, on peut y mettre plusieurs mots, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, on vous laisse expliquer un peu votre parcours déjà. Alors bonjour à tous, je vous remercie de m'avoir invitée. Effectivement, je suis patiente. J'ai été patiente dans un parcours en oncologie pour un cancer du sein. Aujourd'hui, je fais partie effectivement de l'association Femmes de Santé. Je suis aussi patient partenaire dans une association à Rennes, Sénopole-Sévigné, où je travaille avec plusieurs professionnels de santé et de soins de support dans l'accompagnement des femmes et des aidants dans leur parcours de soins. En fin de compte, je suis une patiente qui leur permet de connaître un petit peu des trucs et astuces, des moyens d'aller un petit peu plus vite et puis surtout de pouvoir parler, s'écouter et puis d'échanger avec elles. Voilà. Et donc, effectivement, quand vous m'avez posé la question sur cette plateforme, je vous ai dit non, je ne connais pas. Moi, j'habite un village entre Rennes et Saint-Malo, donc je suis en Bretagne, mais je suis certaine que ça va être une aide fantastique pour ces femmes. Je crois qu'à date d'aujourd'hui, vous utilisez déjà des applications numériques dans votre quotidien, notamment aussi des applications que vous recommandez. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir être acceptée sur une application qui s'appelle Globule. Ça me permet de communiquer avec les autres professionnels de santé et de soins de support avec lesquels je prends les femmes en charge. Et puis moi, de pouvoir laisser aussi mes petites notes. Alors, bien sûr, moi, en tant que patiente partenaire, j'ai été un petit peu touchée qu'ils acceptent que je puisse participer, puisque c'est quand même un petit peu nouveau, cette place de patient partenaire dans le parcours de soins. Mais je n'ai pas accès à toutes les données, bien sûr, mais j'en ai quand même pas mal. Et puis, j'ai aussi, dans ma prise en charge avec les patientes, effectivement, je suis là pour être un petit peu un facilitateur, une passerelle, parce que dans ce monde de l'Internet, souvent, elles ont du mal à trouver les informations, savoir où les prendre, avoir la sécurité, qui est derrière ces informations, est-ce qu'il y a tellement d'informations. Donc moi, j'ai testé des choses. Par exemple, je pense à l'application MyCharlotte, que je peux donner, par exemple, en support. Il y a Little Petit Bambou, il y a Je me pose, mais il y a aussi des applications, par exemple, que je vais leur donner pour avoir des informations comme Wikiboop, voyez. Et puis, quand elles ont envie pour leurs enfants, parler du cancer avec Théo. Voilà. Ou pour la reprise du travail, ça va être Allô Alex. Voilà, moi j'ai essayé, je me suis inscrite, j'ai testé et je peux donner des outils comme ça aux femmes. Ça leur permet de gagner du temps. Parce que effectivement, moi j'accompagne individuellement, vraiment en contact. Alors bien sûr, souvent c'est par SMS, par téléphone, non sécurisé, mais aussi en visuel, en promenade, c'est aller prendre un café avec elles. Mais j'ai aussi besoin d'avoir des outils qui puissent être un plus pour cet accompagnement pour les femmes et les aidants.
Un des éléments que vous avez souligné aussi en préparant cette table ronde, c'est votre crainte, alors qui est également partagée par les personnes avec lesquelles vous échangez, sur le fait que le numérique pourrait déshumaniser en fait la relation. Est-ce que vous pensez que ce numérique, au contraire, peut augmenter et améliorer les relations? Il ne peut pas le remplacer. Le lien, les échanges, et on l'a bien vu avec la période qu'on vient de partager là, en ce moment avec la Covid, on a bien vu que rien ne remplace en fin de compte le présence, l'échange, les regards. Les 5 sens sont mis là, surtout dans le parcours de soins. Il y a le toucher qui va être important, mais il y a aussi le regard, il y a plein de choses qui se passent. Mais c'est pour moi des outils supplémentaires dans l'accompagnement. Je parle, par exemple, j'ai des femmes qui, en pleine nuit, elles vont être en panique par rapport à leur parcours de soins. Et elles savent que, par exemple, sur Facebook, il y a des groupes privés, il y a une sororité, on peut répondre pratiquement par des émoticônes. Elles peuvent être en communication 24h/24 avec d'autres femmes touchées comme elles par un cancer. Et puis, il y a aussi des petites applications comme Respirelax, par exemple, que je donne souvent, voilà, si elles ont un moment de panique ou des choses comme ça. Parce qu'on ne peut pas répondre 24h/24 en présentiel. Donc c'est forcément un plus. Maintenant, c'est vrai que ce qu'on a envie de savoir, c'est qui est derrière des fois les choses, et puis comment vont être protégées ces données-là. Parce qu'on a eu un cancer, et voilà où ça va, où ces données vont être. Donc la transparence et la confiance pour pouvoir développer ces usages. Exactement. Et puis la facilité. Très bien. Alors peut-être Vassilina maintenant d'avoir le regard du médecin, donc du docteur Jean-Louis Fraisse, par rapport à ces outils numériques et comment un médecin peut réagir par rapport à cela. Exactement. Docteur Fraisse, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, vous êtes un expert en santé numérique qu'on ne présente plus, un cofondateur de Bot Design notamment. Et dans le cadre de l'expérimentation Mon Espace Santé, on vient d'en parler avec plusieurs acteurs avant vous. Vous avez piloté le projet d'ambassadeur numérique en Haute-Garonne. Alors, on vient d'en discuter. La place du patient est absolument primordial dans le développement du numérique en santé et heureusement on en parle de plus en plus. Est-ce que vous pouvez nous parler, vous, de cette expérience qui consistait justement à amener la santé au plus près des Français? Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Je voudrais commencer avec un mot en tant qu'entrepreneur. C'est vrai que l'e-santé n'a jamais été aussi vite en France qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. La DNS, l'ANS ont beaucoup travaillé, ont fait et font des choses magnifiques sur toute la partie technique, interopérabilité. Aujourd'hui, on a deux enjeux majeurs qui restent. C'est la partie financement pour les petites entreprises, notamment pour les startups qui mettent en place des outils numériques. Et là, on y est, dans le remboursement anticipé, c'est magnifique. Et il y a un deuxième challenge extrêmement important, c'est les usages. Et donc, du coup, on arrive de plein pied dans les ambassadeurs numériques. Donc, moi, j'ai copiloté en Haute-Garonne toute cette phase pilote de déploiement de Mon Espace Santé avec la CPAM, avec l'ARS, mais aussi avec la métropole, avec l'ensemble de l'écosystème, les entrepreneurs aussi, et surtout les associations de patients. Alors, du coup, l'objectif, il était lequel ? Il était évidemment que aussi bien les professionnels de santé que les patients s'approprient Mon Espace Santé. Parce que Mon Espace Santé, aujourd'hui, ça marche, c'est souverain, c'est ergonomique, c'est sécurisé, c'est absolument génial, ça on est d'accord. Mais il faut que les gens puissent l'utiliser. Alors sur les professionnels de santé, on a beaucoup travaillé avec les URPS, avec l'ordre, on a aussi été les voir en direct. Aujourd'hui ça marche, je vais y revenir tout de suite. Et pour les usagers, qu'on peut être tous à un moment donné, là on a monté un réseau d'ambassadeurs numériques bénévoles. Il y en a 60 qu'on a recrutés sur la Haute-Garonne. Et donc leur mission, ça a été quoi? Après qu'on les ait formés, après qu'on leur ait donné des éléments de langage et des éléments de communication, des supports de communication, ils ont été dans différents endroits pour aller rencontrer les citoyens. Donc ça a été des webinaires chez les étudiants, dans les écoles d'ingénieurs, dans les facultés de médecine, de pharmacie, mais ça a été aussi du présentiel dans les accueils des hôpitaux, des EHPAD, des cliniques. Et là, évidemment, on a eu des retours formidables parce qu'on était dans la phase pilote, donc évidemment, la CPM avait communiqué comme il faut pour envoyer l'ouverture de Mon Espace Santé à ces différents patients, usagers qu'on est, mais évidemment, il y en a qui soit ne savaient pas faire, soit n'avaient pas vu. C'est normal, on est en phase pilote. Donc aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé sur la Haute-Garonne, on voit deux choses. On voit que
Mon espace santé, ça va prouver que il faut être capable de le faire utiliser par une grande partie des Français. Et pour ça, il faut aller au plus près des professionnels de santé, parce que quand le patient va dire à son professionnel de santé « Docteur, est-ce que vous avez vu mon espace santé ?» que s'il regarde en disant « j'ai pas vu », ça posera un problème. Donc du coup, il faut vraiment qu'on accompagne ces professionnels de santé au plus près, et ça c'est complètement prévu. Et ensuite, après, il faut accompagner les usagers, et il faut accompagner les usagers aussi ceux qui ont des problèmes d'électronisme, on le sait. Et là, en ce moment, il y a toute une vague de conseillers numériques qui sont en train d'être recrutés. Donc on voit que dans les journaux, quelquefois, la démarche, elle est raillée parce que 4000, ce n'est pas suffisant. Il y en a déjà 4000, il y en a 4000 qui vont arriver, ça va se diffuser. Et on est là pour accompagner aussi. Et avec d'autres, on organise tous les 15 jours des webinaires pour ces conseillers numériques de manière à les sensibiliser sur mon espace santé. Donc c'est sûr, il faut y aller. Il faut qu'on fasse la preuve en France que tout ce qu'on a mis en œuvre pour le numérique, il faut que ce soit utilisé par les professionnels de santé et par les usagers. Et donc le recrutement de ces ambassadeurs numériques, il est mené avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, c'est bien ça? Alors exactement, c'est un projet qui est copiloté par la DNS et l'ANCT. Il y a la Banque des territoires aussi qui intervient. Et donc du coup, ces personnes, ils vont aller se diffuser dans la population. Alors évidemment, ils n'ont pas à parler que de la santé. Et c'est pour ça qu'on est là aussi, parce qu'ils ont des questions sur les allocations familiales, mais également sur la déclaration des impôts, pour lequel il y a un certain nombre de gens qui sont complètement démunis. Mais il y a tout un tissu associatif qui est là, et on compte beaucoup sur ces conseillers numériques pour qu'ils diffusent l'information. Tout ne se fera pas en un jour, Dominique l'a dit tout à l'heure. Comme ça, ce n'est pas miraculeusement, en claquant des doigts, que tout le monde va se mettre à utiliser le numérique. On sait qu'il y a des freins, et moi je travaille avec une fondation qui s'appelle I2ML, qui évalue des outils numériques, notamment pour les personnes âgées en situation de handicap. Et on voit bien qu'un des principaux challenges, c'est quand un professionnel de santé ou quelqu'un vous dit allez chercher l'application telle ou telle autre. La personne, elle se dit, mince alors, mais je vais la trouver où cette application? Il faut que j'ouvre mon ordi, alors c'est en haut, c'est en bas, c'est un lien web, c'est quoi? Et donc on a vraiment un enjeu d'accès, de simplification de l'accès, et il y a des gens aujourd'hui qui travaillent là-dessus, et on a besoin de collaborer, les institutions, les professionnels de santé, les associations de patients, et on a beaucoup co-construit dans le domaine de mon espace santé en Haute-Garonne et dans les autres territoires pilotes d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on en tire entre guillemets, les conséquences. On va avoir au début d'année une campagne massive de presse dans tous les journaux, dans tous les médias, qui va toucher évidemment les individus qu'on est en tant que patients potentiels, mais également par ricochet les professionnels de santé. Et là, on va voir vraiment comment va se mettre en œuvre ce déploiement en poussant en avant la sécurité, la transparence, la confiance, parce que ça, on a besoin de distiller ça, surtout que tous ces mots, ils sont dans mon espace santé aujourd'hui. C'est une bonne transition, Jean-Louis, avec le docteur François Janson. Donc, vous êtes la voix des régions, après celle de Géraldine pour la voix des patients, puisque vous avez également des fonctions au-delà de la région Nouvelle-Aquitaine, également sur les régions de France. Lorsque on a également cadré en fait, le fait d'être présent ici à Paris Santé Campus, c'est le pari de la santé. Antoine Teigneur a beaucoup incité également pour que cette notion de territoire soit également présente. Donc, vous, François Janson, en tant qu'élu, dans une région qui est très reconnue sur le domaine de l'e-santé, vous avez certainement donné quelques chiffres. Quelle est votre vision pour que cette e-santé se déploie à l'image de ce qu'a dit le docteur Fraisse? Tout d'abord, merci de votre invitation. Et puis finalement, on est un peu en Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, puisque Interaction, c'est une des pépites de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc merci à double titre d'être ici. Alors, il y a plusieurs enjeux, je crois, pour les régions, pour l'ensemble des régions. Il y a un enjeu quand même dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est que pour pouvoir se connecter, il faut qu'il y ait des prises, il faut qu'il y ait de la fibre. Et il faut qu'il y ait les rails qui amènent le numérique dans la maison de chacun. Et ça, c'est un très gros enjeu pour l'ensemble des régions, pour la nôtre en particulier. C'est 350 millions qui ont été mis sur le raccordement aux prises dans une région de 6 millions d'habitants. C'est aussi le fait, parce que moi, je vais quand même dans des centres de santé ou dans des maisons de santé où on me dit on ferait bien de la télémédecine, mais ça ne va pas très vite quand même encore. Donc il y a un enjeu
technique là-dessus. Il y a également un enjeu, je dirais, de sécurité et de recherche. Et c'est pour ça que dans la région, on est en train de fabriquer une autoroute numérique qui va réunir les 79 hôpitaux, les 5 universités, l'ensemble des IFSI et tous les lycées par un énorme câble numérique qui va permettre d'être finalement le départ du data center régional souverain qu'on veut construire. C'est-à-dire que toutes ces données, il faut pouvoir les échanger facilement, rapidement, qu'en termes de recherche, elles puissent être utilisées par les chercheurs. Et on a dans la région des pépites en termes de santé publique en particulier. Et cette autoroute numérique, c'est vraiment un objectif en termes d'utilisation des données et de sécurité des données. Donc il y a cet enjeu-là pour la région. Et puis, mais vous en avez parlé très bien, il y a l'enjeu pour chaque habitant de pouvoir y accéder en termes de connaissance du système. Et il y a quand même 13 millions de Français qui ne sont pas en capacité d'utiliser facilement le numérique. Et ça, je crois qu'il faut que ça passe aussi par la formation, mais vous l'avez très bien dit, dans les centres sociaux, dans les hôpitaux, partout où on peut faire de la médiation numérique. Après, pour les régions, une de leurs premières missions, c'est le développement économique. Et on a la chance dans la région Nouvelle-Aquitaine d'avoir une région où il y a énormément d'industries dans la e-santé, où il y a des pépites et des start-up qui naissent tous les jours. Et donc l'enjeu pour nous, ça va être comment est-ce que cet écosystème, avec des chercheurs de très haut niveau, avec des grosses entreprises, alors je vais penser à Maincare, je vais penser à Keops Technologies, je vais penser à Dedalus, à Capgemini, à Sophia Genetics. Ces grosses entreprises vont pouvoir, avec les startups, alors bien sûr Interaction, mais il va y avoir Synapse, il va y avoir Befordoc, il va y avoir Nomadic. Comment ensemble on les aide à aller plus loin, à rentrer dans tous les schémas là, dont on a parlé aujourd'hui. On les aide individuellement, on les aide collectivement avec un cluster d'entreprises, on les aide à travailler avec les chercheurs. Et on a cette chance, je crois, chez nous, d'avoir une vraie porosité entre les médecins, le système médical et ces startups numériques. Beaucoup de médecins qui ont créé des entreprises, la possibilité pour les CHU, et pas que les CHU, d'utiliser et d'expérimenter ce qui est fabriqué par les startups. Et ça, c'est un vrai appui et ça crée une vraie dynamique. Et je pense que c'est sur cette dynamique qu'on peut construire et que nous, on favorise. Alors, la région Nouvelle-Aquitaine le fait. Les autres régions le font bien sûr aussi. Quand je vois le territoire d'innovation grande ambition à Strasbourg, sur la métropole de Strasbourg, qui est très appuyée par la région Bretagne avec son GCS e-santé, vous voyez que toutes les régions favorisent aussi cette dynamique. Je pense que c'est essentiel pour eux. Vous avez beaucoup insisté sur l'accompagnement, bien sûr, des entreprises et également tous les acteurs, on va dire, du soin qui accompagnent. Mais ça a été évoqué, je crois, à 3 reprises depuis ce matin, le terme d'électronisme. Donc on sait qu'aujourd'hui, c'est près de 13 millions de Français qui n'accèdent pas au numérique. Comment une région comme la vôtre peut, eh bien, entre guillemets, combattre cette problématique, puisque c'est quand même l'accès à l'information et donc au final à son parcours de soins également qui en est privé. Alors on peut le faire de différentes façons. On a la chance dans la région d'avoir une start-up qui s'appelle Aptic, qui crée les passes numériques. Et je pense que nos régions, mais les autres collectivités territoriales, les mairies, les départements, mais aussi les hôpitaux, devraient s'appuyer sur ces passes numériques qui en fait offrent des heures d'accompagnement, de formation ou d'information aux personnes pour justement apprendre à utiliser le numérique. Et puis après, on a des appels à projets, bien sûr, sur la région, comme il y en a d'autres sur l'ARS, et on travaille ensemble sur le fait, en proximité, d'avoir cet accompagnement des personnes qui sont le plus éloignées du numérique. Après, il y a d'autres enjeux quand même. Il y a cet enjeu-là, effectivement, de l'appropriation, et ça, vraiment, on y travaille au quotidien. On y travaille en particulier aussi avec tous les points qu'on a dans la région et toutes les entreprises qu'on soutient. Il y a aussi l'enjeu de la cybersécurité. Et pour un conseil régional, je pense que la cybersécurité, c'est un point sur lequel il faut qu'on soit extrêmement vigilant. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les données des patients. Et on est en train de créer à Pessac un campus de la cybersécurité qui aura pour objectif non seulement d'apporter des briques
d'appui et de lutte contre les attaques, mais aussi tout ce qui est formation-information. Quand je vois que les professionnels de santé sont encore capables d'échanger des mails sur des patients avec des outils qui sont non sécurisés, je me dis qu'on a beaucoup de travail à faire et que ce cybercampus devra nous aider là-dedans. Merci François Janson. Alors Géraldine, quand vous entendez des régions comme celle de la Nouvelle-Aquitaine ou eh bien, les actions que le docteur Fraisse a pu décrire, comment vous le percevez en tant que patiente ? Voilà, moi, les interrogations que je peux avoir, c'est est-ce qu'il y aura ce droit à l'oubli à un moment? Par exemple, moi, dans mon parcours de cancer, on voit bien que ce droit à l'oubli est important. C'est-à-dire, une fois qu'on va être rentré dans ces systèmes-là, ces données, on parle d'algorithmes, des choses comme ça, j'entends parler, mais voilà, comment ils vont où ça va aller et est-ce qu'à un moment, on aura ce droit à l'oubli de ces données alors bien sûr, mon parcours de soins, je reste une patiente avant tout, il va faire partie, mais voilà, où ça va aller, toutes ces données, pour moi, c'est, je pense, pour beaucoup de personnes que je croise, quand vous me demandez si j'ai passé un petit peu de... J'ai demandé à des patients, à des connaissances, ils connaissaient mon espace santé, je vous ai dit que personne ne connaissait, mais les patients, c'est ce qu'ils m'ont demandé. On m'a dit, voilà, c'est nos données, est-ce qu'à un moment, les ordinateurs vont aussi nous donner ce droit à l'oubli? Et puis, en me disant aussi de ne pas oublier l'humain et le contact. Et j'ai même une dame qui m'a dit demande-leur de remettre des standardistes à l'hôpital pour arrêter d'avoir que des ordinateurs. Vous voyez, c'est... au mois d'octobre, j'ai participé aussi à une campagne dans une ville à côté de Rennes. Et on voyait bien qu'effectivement, il y a tout ce qui est numérique, les convocations pour faire les mammographies. Et pourtant, les femmes n'y allaient pas. Donc c'est aussi important de savoir pourquoi elles reçoivent la convocation. C'est gratuit en France pour cette tranche d'âge de femmes et avec la CPM, on réfléchissait pourquoi elles ne venaient pas en fin de compte. Donc effectivement, il y a plein de choses comme ça, plein de numérique, plein d'applications. Mais il y a quand même encore des freins pour faire venir plein de monde. Il ne faut pas les oublier. Moi-même, je vis dans une région où je n'ai pas tout le temps un super débit. Et puis, il faut aussi avoir du matériel, parce que tout le monde n'a pas un téléphone dernier cri non plus. C'est ça. Mais je pense que Dominique Pont l'a bien expliqué tout à l'heure, comme quoi ça mettra certainement plusieurs mois, plusieurs années. C'est un travail de fond. Et c'était important d'avoir votre vision. Et je pense que ça explique également une démarche, je dirais, de formation, d'information, d'acculturation qui est essentielle auprès des patients. Exactement. On va, après la vision des patients, des professionnels de santé, mais également aussi des territoires. On souhaitait aussi avoir le regard d'acteurs qui comptent. On a évoqué aussi le sujet, les éditeurs de logiciels, les startups qui sont dans le domaine et donc qui proposent des solutions dans le numérique. Pour qu'il y ait cette adoption, il faut un environnement. On a la chance donc d'avoir Olivier Klatz, donc vous êtes le directeur de projet en charge du Ségur numérique. On sait qu'il y a eu des annonces assez importantes, des moyens assez importants, de l'ordre de 2 milliards, vous allez nous en parler. On voulait avoir votre recul puisque depuis maintenant plusieurs mois, il y a une accélération dans cette diffusion de cette stratégie. Est-ce que vous pouvez nous dire le retour aujourd'hui des éditeurs et puis votre regard par rapport à ce déploiement du numérique en France ? Écoutez, aujourd'hui, on est vraiment au milieu du gué, puisqu'on a travaillé avec les éditeurs, avec les professionnels de santé, avec les patients, pour construire un programme qui a démarré concrètement par la publication de textes en juillet. Donc on a quand même passé énormément de temps à mettre en place ces dispositifs, avec cet objectif que je rappelle, qui est l'échange et partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels, mais surtout avec le patient au cœur. Et ce qui est délicat quand on conçoit ce genre de programme avec des montants aussi importants, on parle d'accélération, certains nous disent que c'est un bouleversement, c'est de se dire, est-ce que derrière ça va prendre ? Donc là, on commence à en voir les premiers résultats. Donc on a plus d'une dizaine d'éditeurs maintenant qui sont venus se faire référencer à travers des dispositifs qui viennent justement financer ces évolutions logicielles et surtout le déploiement. Donc un des points qui est important dans ce programme du Ségur, c'est qu'on n'a pas voulu juste parler de techno, mais on s'est dit justement comment on va arriver à financer ces usages, comment on va faire que chacun des professionnels de santé, qu'ils soient biologistes, pharmaciens, radiologues, à l'hôpital, en libéral, qui puisse avoir connecté mon espace santé, la messagerie sécurisée de santé, la messagerie sécurisée avec les citoyens. Donc ça, c'est un gros enjeu, ce n'est pas quelques dizaines, on parle de centaines de milliers de logiciels à déployer sur tout le territoire.
Et ensuite, on s'est dit, voilà, il faut qu'on ait des financements qui incitent à la transformation, qui incitent à l'usage. Aujourd'hui, on est plutôt sur le premier volet, donc c'est en gros le socle technique, c'est ça qu'on commence à financer. On a les premiers euros qui sont sortis et on a surtout des éditeurs qui nous disent que, en effet, oui, ça les bouscule beaucoup, au point que à peu près tous les éditeurs avec qui on parle aujourd'hui nous disent qu'ils ont dû tout arrêter pour finalement se mettre réellement en conformité avec les référentiels socles, ce qui n'était pas complètement le cas jusqu'à maintenant. Et là, on a tous les éditeurs engagés qui ont mis l'intégralité de leur équipe de R&D pour se rendre compatibles avec tous ces référentiels socles et être enfin capables de pouvoir communiquer avec le patient et entre professionnels. Merci Olivier. Alors on va continuer avec vous, puisque vous aviez parlé à l'instant du travail effectué avec les établissements de santé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, alors les chiffres sont tombés la semaine dernière, en fin de semaine, mais nous rappeler combien d'établissements de santé ont été sélectionnés pour la première fenêtre de financement du programme SONES, qui est donc le programme Ségur numérique en établissement de santé? Oui, alors je pense que ce qui est important de voir, c'est qu'avec le Ségur, ce qu'on a surtout voulu, c'est ne pas être sélectif, justement. C'est-à-dire que dans beaucoup de programmes qu'on avait mis en œuvre jusqu'à maintenant, les gens faisaient des dossiers de candidature et puis ensuite, notamment au niveau des ARS, il y avait une sélection des dossiers. Là, ce qu'on a voulu à la fois à travers les dispositifs donc, de financement de l'équipement, ces mises à jour logicielles, mais également aussi ce que j'ai appelé plutôt la financement de la transformation et des usages, c'est justement ne pas être sélectif et de dire voilà, on dimensionne de telle sorte que quiconque viendra, en fait, sera financé. Et donc, on avait premier volet du financement là, pour l'hôpital que vous avez mentionné, là, qui s'appelle SONES. Et donc, sa première fenêtre, sachant qu'il y a 4 fenêtres sur le dispositif, chacune de 6 mois. Donc, la première fenêtre qui a été ouverte, nous, on s'attendait à avoir plutôt, vu qu'il y a 4 fenêtres, 25%. Et même, je dirais historiquement, l'hôpital a plutôt tendance à venir sur la fin des dispositifs que le début des dispositifs. Donc, on s'est dit, voilà, si finalement on arrive à 25%, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Et donc ça, c'est des premiers prémices, mais plutôt très porteurs d'espoir. C'est qu'on a eu plus de 50% des hôpitaux en termes d'activité. Alors nous, on parle d'activité combinée, mais en gros, c'est l'activité de l'hôpital, quoi. Plus de 50% qui est venu candidater. Et parmi ceux-là, on a 90% qui étaient réellement éligibles. Donc il y en a qui vont devoir travailler un petit peu plus pour être éligibles. Et donc, encore une fois, on n'a pas sélectionné. C'est tous ceux qui rentrent dans le dispositif et qui promettent du coup de se mettre au niveau sur les 6 mois, là, le premier semestre donc, 2022. Donc c'est plutôt un très très bon signal, je trouve, de l'engagement de l'hôpital dans le dispositif, mais finalement dans le numérique en santé. Vous parlez, Olivier, d'une démarche structurante, donc de respecter en fait les normes que vous avez mises en place. Alors quel impact en fait pour les éditeurs et plus globalement aussi pour le déploiement en fait de ces solutions auprès des établissements? Alors l'impact, on l'a dit, je pense qu'au travers des premières tables rondes, ça ne va pas se passer en 3 semaines. Donc c'est clair qu'on est sur un programme qui va durer jusqu'à 2023 pour le volet sanitaire, 2 ans plus tard pour le volet médico-social. Et évidemment, cette transformation va prendre du temps. L'impact, nous, ce qu'on souhaite, c'est avant tout que, on en a parlé pas mal, l'ancêtre de mon espace santé, le DMP, il y en avait très peu et ils étaient vides. Donc ça avait quand même 2 problèmes cumulatifs en plus. Donc le premier enjeu, c'est que l'ensemble des citoyens qui le souhaitent, donc ils peuvent s'opposer, mais ceux qui le souhaitent, ils disposent de mon espace santé. Le deuxième, c'est que mon espace santé vide, pas super utile en fait, puisque finalement, l'objectif, c'est de pouvoir faciliter les soins à l'hôpital, faciliter le contact avec un professionnel qu'on n'a jamais vu avant. Donc, c'est avoir ces informations qui sont disponibles de santé dans mon espace santé. Donc là, c'est un enjeu à la fois des patients qui vont devoir fournir les informations qu'ils le souhaitent, et puis également que tous leurs épisodes de soins qui génèrent des documents puissent être poussés dans mon espace santé. Donc ça, c'est le premier gros effet transformant, c'est se dire, on arrive finalement à ce que l'information soit disponible pour les patients dans leur espace santé. Et ensuite, ils le mettent à disposition, comme ils le souhaitent, des professionnels de santé et éventuellement, on l'a vu, d'applications. Donc, la première transformation, c'est l'information disponible. Et après, il y a ce deuxième enjeu qui est l'exploitation de cette information pour les patients eux-mêmes déjà. Moi, je vais à la pharmacie, j'ai oublié ma prescription. À titre personnel, j'ai des allergies. Quand je renouvelle mes allergies, j'ai toujours perdu mon ordonnance. C'est comme ça. Donc, à chaque fois, je dois refaire
une consultation, ce qui m'ennuie un peu, alors qu'en l'occurrence, on a 1 an pour pouvoir renouveler. Donc, faciliter les parcours de soins. Les miens sont simples, il y en a qui sont beaucoup plus complexes. Et puis, faciliter l'exploitation de ces informations, encore une fois, hein, sur la bonne volonté des patients, pour les professionnels. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu qu'on attend, avec une meilleure prise en charge et, si possible, aussi du gain de temps, notamment des professionnels de santé. On a parlé de réhumaniser aussi la médecine. C'est un des enjeux, hein, ce gain de temps qui puisse être exploité, notamment à passer plus de temps avec son patient. Alors peut-être pour terminer, vous l'avez évoqué, Géraldine, la relation de confiance qui est importante. Est-ce que vous pensez, Olivier, que la notion de socle que vous mettez en place, donc cette rigueur que les éditeurs doivent respecter, est peut-être un des socles qui va permettre de créer cette confiance auprès des patients? Alors il y a beaucoup d'éléments à la confiance. Je pense qu'il faut rappeler ce qui a été dit juste avant, mais je pense que c'est important. L'éthique. Les fondamentaux, les raisons pour lesquelles on fait ça. Ensuite, la transparence, que les gens, nos citoyens, comprennent ce qui est fait par exemple avec leurs données, ou surtout ce qui n'est pas fait avec leurs données, où est-ce qu'elles sont stockées, qui y a accès, qui n'y a pas accès surtout. Donc ça, je pense que ces éléments de transparence-là sont importants. Et après, cette confiance, elle se gagne aussi par les usages. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a vu, y compris dans la crise Covid, un outil qui est utile et utilisé, les gens se l'approprient beaucoup plus facilement. Donc c'est un de nos gros enjeux aussi qui arrive en effet, c'est qu'on ait ces usages. Et en effet, ces socles techniques qui sont un peu rébarbatifs, hein, et clairement, ce n'est pas aux citoyens de se soucier de ces questions-là, c'est à nous de faire en sorte que les professionnels, les éditeurs, entre autres, se les approprient, pour que tout ça, ça marche bien. Parce qu'à la fin, c'est un des gros enjeux, c'est que tout ça, ça se connecte bien. C'est un petit peu de l'orfèvrerie numérique. Et ce n'est pas si simple. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont vraiment réussi à bien mettre en musique ce numérique en santé. Et donc, ces enjeux d'interopérabilité, ils sont en effet au cœur des usages et donc derrière d'une confiance des citoyens dans ces outils. Bien, merci Olivier, merci Géraldine, également Françoise et Jean-Louis pour cette table ronde. Alors, vous savez que l'objectif aussi de notre événement, c'est de partager des bonnes pratiques. Et je crois que ça va être affiché donc à l'écran. On voulait vous mettre à disposition un guide qui a été lancé donc par Denise Silbert, qui est une intervenante et une consultante dans le domaine de l'e-santé depuis maintenant très longtemps, qui a beaucoup œuvré aussi en France, également aux États-Unis, qui était intervenante l'an dernier à notre conférence et qui a sorti une 2e édition du praticien connecté que je vous invite à pouvoir récupérer donc sur Internet et qui donne des exemples très concrets. Et je pense que c'est un peu l'ADN de notre conférence, c'est essayer d'avoir avec vos témoignages et aussi avec ce type de contenu des exemples qui vont permettre aux patients, aux professionnels de santé et puis bien sûr à l'ensemble des territoires de pouvoir développer l'e-santé. Écoutez, merci encore à vous 4. Avant d'accueillir donc nos prochains intervenants, nous souhaitions, là, vous voyez, on continue Jean-Louis sur les professionnels de santé. On souhaitait aussi avoir le regard de quelqu'un que vous connaissez bien, qui est donc le professeur Denis, qui est médecin oncologue et qui a également gagné le prix de la personnalité santé, et il le méritait donc sur le prix santé de BFM Business. Et donc je vous propose de le découvrir en vidéo avant de nous rejoindre sur le plateau.